Bonjour, mes coéquipières Jenani, Myriam ainsi que moi-même, Camille, allons vous parler des grossesses tardives. Notre présentation se divisera en 4 aspects. Nous aborderons d'abord les risques reliés aux grossesses tardives, la baisse du taux de fécondité, la fécondation in vitro, ainsi que les grossesses subséquentes. Donc pour commencer, on va vous parler des risques reliés aux grossesses tardives. Plus précisément, je vais vous parler des risques reliés aux fausses couches. Donc globalement, les femmes de nos jours ont des enfants plus tard qu'auparavant. En effet, les femmes ont en moyenne leur premier enfant vers l'âge de 30 ans environ. Et dans la continuité, les femmes ont également des enfants bien après 40 ans, ce qui était beaucoup moins courant dans les années passées. On va d'ailleurs observer cette même tendance dans la plupart des pays industrialisés. En général, on va parler de grossesse tardive lorsque la mère est âgée de plus de 40 ans. On va aussi parler de la fenêtre de fertilité. La fenêtre de fertilité, c'est la période durant laquelle une femme peut avoir un enfant. Elle va débuter à la puberté et prendre fin à la ménopause. Mais durant cette fenêtre, la qualité de la fertilité va beaucoup varier. Elle va être maximale jusqu'à 35 ans, puis elle va décroître petit à petit pour chuter rapidement passé la quarantaine. Les chances qu'une grossesse soit possible passent donc d'une sur 4 à 20 ans, quand seulement une sur 20 à 40 ans, ce qui est quand même un grand écart. De plus, même si la femme va réussir à être enceinte à l'âge de 40 ans ou plus, elle va avoir plusieurs risques qui vont être reliés à sa grossesse tardive, dont les fausses couches, les anomalies génétiques, ainsi que le diabète gestationnel pour la mère. Donc, en effet, les risques de fausses couches sont beaucoup plus élevés durant les grossesses tardives que durant les grossesses pendant la fenêtre de fertilité, donc pendant un âge idéal. De 12 à 15% avant 30 ans, le risque de fausse couche avoisine les 30% entre 40 et 44 ans et jusqu'à 40% entre 45 et 49 ans. Les fausses couches vont être souvent causées lorsque la poche amniotique et tout ce qui en est inclus, donc le fœtus également, euh, com- qui va comporter des anomalies chromosomiques et n'est donc plus viable, d'où un arrêt spontané de la grossesse et donc une fausse couche. Des études portant sur les ovocytes utilisés en FIV, donc les fécondations in vitro, qu'on en parlera plus tard, ont d'ailleurs montré que le taux d'aneuploïdie, ce sont des cellules qui ne possèdent pas de nombre normal de chromosomes, augmentait avec l'âge, d'où l'augmentation des risques de fausse couche avec l'âge. Un autre risque relié aux grossesses tardives sont les anomalies génétiques. Un enfant né d'une grossesse tardive risque de posséder des anomalies génétiques car, comme on a mentionné auparavant, le taux d'aneuploïdie augmente chez la femme avec son âge. Je vous rappelle que l'aneuploïdie est ce qui caractérise les cellules qui n'ont pas un nombre normal de chromosomes. Voici quelques exemples d'anomalies génétiques. En premier lieu, les malformations congénitales. La malformation congénitale est une malformation physique qui est présente avant la naissance. Donc, ces malformations peuvent concerner plusieurs organes, dont les os, les articulations, les muscles, le cerveau, la colonne vertébrale, le cœur, le tube digestif, etc. Une malformation connue par plusieurs est la trisomie 21, aussi connue sous le nom du Down syndrome. Ensuite, le syndrome du X fragile est une anomalie génétique qui concerne le chromosome X, et cette anomalie va induire un handicap intellectuel et des troubles de comportement. Finalement, un autre exemple est l'amyotrophie spinale, qui est le nom donné à un groupe de maladies héréditaires caractérisées par la faiblesse des muscles. Un autre risque associé aux grossesses tardives est le diabète gestationnel chez la mère. Chez les femmes âgées de plus de 35 ans, la prévalence atteint 14,2 Le diabète gestationnel est causé par la résistance des cellules à l'action de l'insuline, qui est causée naturellement durant la grossesse par les hormones du placenta. D'ailleurs, l'insuline maintient l'équilibre du taux de sucre dans le corps. Chez certaines femmes, le pancréas ne parvient pas à sécréter assez d'insuline pour contrebalancer l'effet de ces hormones, ce qui entraîne une hyperglycémie puis un diabète. Le diabète gestationnel se manifeste par une augmentation de la glycémie vers la fin du deuxième et au troisième trimestre de la grossesse. Même si le diabète disparaît après la naissance sans causer de complications pour la majorité des femmes, le diabète gestationnel peut être dangereux pour certains. Le glucose qui est en excès chez la mère est transmis au fœtus en surplus. Cette réserve calorique qui est excédentaire est stockée dans les organes de l'enfant. Donc, le poids et la croissance de l'enfant à naître vont devenir excessifs. C'est ce qu'on appelle la macrosomie. La macrosomie veut dire que le poids à la naissance de l'enfant va être
supérieure à 4 kg et ce phénomène-là peut entraîner un accouchement qui est très difficile. Donc maintenant, je vais aborder avec vous la baisse du taux de fécondité. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux principales causes de l'accroissement d'une population dans un territoire sont l'accroissement naturel, donc c'est ce qui réfère à la différence entre le nombre de décès et le nombre de naissances, ainsi que les soldes migratoires. Donc ça, c'est la différence entre les départs et les arrivées dans un territoire. Donc premièrement, l'accroissement naturel, c'est le facteur qui a permis pendant plus de 2 siècles au Québec d'accroître sa population. Donc, c'est ce qui a vraiment influencé le taux de population au Québec. Mais cependant, aujourd'hui, le Québec connaît une de ses plus grandes baisses du taux de fécondité, avec en moyenne un peu moins de 1,6 enfants par femme, alors que le taux de renouvellement idéal pour un territoire est de 2,1 enfants par femme. De plus, on considère que l'accroissement migratoire deviendra de plus en plus important au cours des siècles à venir, étant donné un plus grand nombre d'immigrations présentes au Québec. Pour continuer, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Premièrement, le Québec connaît un fort vieillissement de la population, surtout à cause de l'espérance de vie qui est de plus en plus élevée. Ce vieillissement de la population cause donc un phénomène de dénatalité, car moins de femmes sont en capacité d'avoir des enfants et alors moins d'enfants de sexe féminin naissent, ce qui enroule donc le Québec dans un cercle vicieux. Ce vieillissement de la population entraîne aussi une baisse de la population active du Québec, ce qui réduira le développement économique ainsi que le développement de la langue française pour les générations à venir. Le vieillissement de la population n'est pas juste causé par le phénomène de la dénatalité, mais il est aussi causé par le phénomène du baby boom. Le baby boom est une hausse de natalité marquée pendant une période d'environ 20 ans suite à la guerre mondiale. Et donc, si on fait le calcul, les baby boomers ont aujourd'hui entre 55 et 75 ans. Ils ne font plus vraiment partie de la population active du Québec. Autour des années 50, l'âge moyen de la femme à son premier mariage était de 23 ans et de son premier enfant vers 24 ans. Elles avaient des enfants plus jeunes, mais elles en avaient plusieurs au cours de leur vie. Par conséquent, plusieurs facteurs sociaux apparus autour des années 1970 au Québec ont à leur tour contribué à faire baisser le taux de fécondité, tels que le recul de la religion, l'efficacité de la contraception, l'accès au divorce et l'augmentation de la présence des femmes sur le marché du travail. C'est entre autres à cause de toutes ces raisons que depuis les années 70, l'âge moyen d'une femme à la maternité ne cesse d'augmenter. D'autres causes sont aussi à l'origine de cette dénatalité, évidemment. En effet, pour les sociétés du Québec et du Canada plus particulièrement, il est plus important qu'autrefois pour les parents d'investir et de consacrer plus de temps à leurs enfants. C'est pourquoi les familles d'aujourd'hui préfèrent maintenant avoir 1 à 2 enfants seulement. Toutes ces causes mènent malheureusement à un potentiel non-renouvellement des générations qui pourrait avoir des impacts majeurs sur les finances publiques si le Québec se retrouve avec trop de retraités face à la proportion de la population active, donc la population qui est sur le marché du travail. Il manquera de travailleurs, mais aussi d'argent pour les retraités. Alors, il y aura des conséquences sur les salaires qui découleront aussi sur les finances personnelles de la population active et donc sur leur qualité de vie. Ainsi, si le train se maintient, les générations futures risquent beaucoup et feront probablement face à une certaine instabilité sociale partout à travers le Québec. Par contre, ce n'est évidemment pas la même situation partout à travers le monde, malgré que dans le sud de l'Europe, le taux de fécondité est aussi à la baisse, même si ce sont des pays développés. Donc, en effet, les pays possédant le plus haut taux de fécondité, soit entre 6 et 7,2 enfants par femme, ce qui est déjà énorme, sont principalement des pays en voie de développement, plus spécialement au Niger, la Somalie, le Mali, la République démocratique du Congo et le Tchad. Comme vous l'avez certainement remarqué, ce sont tous des pays d'Afrique. Donc, concernant l'Afrique, en général, les femmes ont en moyenne 6 enfants et c'est dans ces pays que le taux de fécondité est le plus élevé, mais malheureusement où le taux de mortalité l'est aussi. Ce taux de fécondité est probablement dû aux méthodes de contraception peu présentes, aux besoins de main-d'œuvre au sein de la famille pour pouvoir survivre, pouvoir travailler, récolter plus d'argent et plus encore. Maintenant, nous aborderons avec vous divers moyens de fécondation, dont une en particulier. Comme mentionné précédemment, étant donné que de plus en plus de couples prennent la décision d'avoir des enfants à un âge plutôt élevé comparé aux décennies précédentes,
Certains se retrouvent dans l'incapacité de pouvoir féconder. Certaines options s'offrent à eux, comme l'adoption par exemple, mais ce n'est pas la préférence de tous. Ainsi, même si la femme a dépassé l'âge idéal de fécondation, il est toujours possible pour elle d'être enceinte par fécondation in vitro. Maintenant, je vais vous présenter des informations générales sur la fécondation in vitro. En effet, c'est un processus de reproduction des étapes de l'évolution de l'embryon en laboratoire en prélevant des ovules et des spermatozoïdes afin de les mettre en présence à l'extérieur du corps humain. Lorsque cette technique de fécondation a fait son apparition, beaucoup se demandaient si l'être humain aurait atteint ou non sa limite tolérée en intervention médicale. Au cours des années, la fécondation in vitro devient de plus en plus répandue à travers le monde, notamment pour les couples étant incapables de féconder de façon naturelle, mais aussi pour les femmes n'étant plus en âge de féconder. Par exemple, en février 2015, une femme âgée de 60 ans et son compagnon âgé de 63 ans ont réussi à avoir 2 jumeaux par fécondation in vitro. De nos jours, on estime à plusieurs millions d'enfants nés suite à cette intervention. Cependant, il y a certaines études qui ont démontré que la fécondation in vitro n'était pas sans risque pour l'enfant. En effet, certains enfants pourraient développer des problèmes tels que des cancers, des malformations congénitales qui seraient présentes avant la naissance, des infirmités motrices cérébrales et plus encore. Les chercheurs ne sont pas tout à fait aptes à déterminer si la cause de ces problèmes viendrait du processus lui-même de fécondation ou des parents étant donné leur infertilité. Lors du processus de fécondation in vitro, un bilan médical complet et un temps de réflexion de la part des futurs parents sur les causes médicales possibles sur l'enfant sont toujours réclamés avant de débuter ce processus. De plus, lorsque les professionnels de la santé se retrouvent face à cette situation, ils doivent faire face à 2 choix éthiques, soit assister médicalement les parents dans leur choix ou bien refuser afin de protéger l'enfant qui risque d'avoir des problèmes de santé majeurs suite à tout ce processus. Alors maintenant, je vais mettre un peu plus l'accent sur les sexagénaires. Donc, concernant les femmes dans la soixantaine, elles ont beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes de santé, tant pendant la grossesse que pendant l'accouchement, tel que mentionné précédemment. Donc, prenons l'exemple de cette femme. Donc, en 2008, une Française de 59 ans a opté pour la fécondation in vitro, sauf qu'elle a dû la pratiquer en Grèce, même si ses médecins français en étaient contre. Donc, il aurait été impossible pour cette femme de faire la fécondation en France parce que dans ce pays, cette pratique était seulement consacrée pour les couples en âge de féconder, du moins pendant cette année. De plus, selon un expert en obstétrique, il n'est pas justifié de faire bénéficier ce traitement une femme de plus de 60 ans. Donc, en gros, ce que cet expert essaie de nous expliquer, c'est qu'il serait préférable de laisser cette chance à une femme qui pourrait opter pour cette option sans risque et donc qui soit en âge de procréer. Pour continuer, même si nous venons de vous montrer une sorte de fécondation autre que naturelle, cela nous emmène à vous parler d'un autre aspect assez important. Comme vous avez pu le constater, les grossesses tardives ont plus de risques de provoquer des fausses couches. Cela peut grandement affecter les parents sur leur santé mentale ou plus précisément sur leur envie de risquer une autre grossesse. En effet, un couple vivant un deuil périnatal, c'est-à-dire un deuil qui suit une fausse couche, le couple se pose beaucoup de questions à savoir s'ils souhaitent vraiment retenter leur chance. Si oui, serait-il favorable pour eux de retenter juste après la fausse couche ou est-ce qu'ils devraient attendre un bon moment? Eh bien, dépendamment de comment les parents vivent leur deuil, il n'y a pas de moment parfait pour revivre une grossesse et donc ils choisissent un moment qui leur semble idéal. Pour définir une grossesse qui suit une grossesse non aboutie, il s'agit d'une grossesse subséquente. En général, plus de la moitié des couples ayant vécu une fausse couche opteront pour une grossesse subséquente. Pour certains, cela leur permet de faire leur deuil périnatal plus facilement ou plus rapidement en rendant la situation plus positive. Cependant, l'effet inverse n'est pas inévitable. En effet, comme vous pouvez certainement le penser, si les parents n'ont pas totalement fait leur deuil périnatal, la grossesse subséquente pourrait empirer la situation. La grossesse pourrait leur faire rappeler
la fausse couche et ainsi leur santé mentale pourrait se détériorer. Maintenant, je vais vous présenter les symptômes qui peuvent être causés par les grossesses subséquentes. En effet, l'anxiété accrue et les sentiments d'ambivalence sont deux symptômes problématiques pouvant survenir à la mère. Bien évidemment, la perte d'un enfant reste un choc pour les parents. Pour la mère, le fait d'être à nouveau enceinte pourrait provoquer un sentiment de peur et d'anxiété envers le futur enfant. La mère ne voudrait certainement pas revivre un deuxième deuil. Pour ce faire, elle fera attention à chaque petit détail qui pourrait se produire pendant la grossesse, tout en gardant en tête que la mort de ce deuxième enfant n'est pas inévitable non plus. Ainsi, durant ces 9 mois, la mère ainsi que le père vivront un moment plutôt stressant et même angoissant. Certains ne voudront même pas préparer tout ce que leur bébé aurait besoin à l'avance par peur de se faire à eux-mêmes un faux espoir. La pire période à vivre pour eux sera le dernier trimestre. Étant donné que l'accouchement approche, la peur de revivre une fausse couche se fait ressentir beaucoup plus intensément. Concernant les sentiments d'ambivalence, suite au deuil du précédent enfant, le lien mère-enfant peut être détruit complètement. En effet, la mère aurait pu garder un lien affectif avec le premier enfant ou ne pas avoir fini son deuil. Certaines en viennent même à culpabiliser de moins aimer leur bébé décédé que celui né, ou bien de l'oublier si elles arrivent à faire leur deuil. Ainsi, les mères n'arrivent pas à créer un vrai lien mère-enfant avec le nouveau-né. Ce manque de lien peut affecter grandement l'enfant qui se retrouvera en manque d'affection de la part de sa mère. Bref, les grossesses tardives comportent de nombreux risques pour la femme ainsi que pour l'enfant et elles contribuent également au phénomène de dénatalité. Ces grossesses peuvent d'ailleurs être fécondées in vitro ainsi que produire le phénomène de grossesse subséquente. Donc voilà ce qui englobe le sujet des grossesses tardives. Nous espérons que vous avez pu en apprendre davantage sur ce sujet et que vous ayez trouvé cela intéressant. On vous remercie sincèrement pour votre écoute et n'hésitez pas à nous poser vos questions.